voyageur qui aurait visité Oulan-Bator au XXe siècle reconnaîtrait sans doute difficilement la capitale de la Mongolie, tant elle s'est transformée au cours des dernières décennies. La vaste place Gengis Khan est le cœur de Oulan-Bator, dont le nom signifie « la ville du héros rouge ». C'est un hommage à Damdin Sukbatar, ce héros de la lutte d'indépendance contre la Chine qui en 1924 aboutit à la proclamation de la République populaire mongole. Le nord de la place Gengis Khan est dominé par la maison du gouvernement, siège du Parlement mongol. Ce vaste palais de marbre a été achevé en 2006 pour la commémoration du 800e anniversaire du couronnement de Gengis Khan. Pour les Mongols, Gengis Khan reste une figure légendaire, considéré comme le père de la nation. Au début du XIIe siècle, il utilisa son génie politique et militaire pour rassembler des tribus nomades d'Asie sous l'identité commune de Mongols. À la fin de son règne, marqué par les guerres de conquête, il contrôlait une grande partie de l'Asie. Après sa mort, son empire fut encore agrandi par ses successeurs pour constituer vers la fin du XIIIe siècle le plus vaste empire continu de tous les temps. Mais au cours des siècles suivants, l'empire se désintégra progressivement et la Mongolie passa sous la domination des Mandchous, puis des Chinois. Après l'indépendance, à partir des années 1930, la Mongolie devint un pays satellite de la Russie et les soviétiques contribuèrent à bâtir une capitale typiquement stalinienne, avec ses immeubles d'habitation sans grâce, ses bâtiments officiels imposants et ses théâtres aux couleurs vives. L'Opéra national de Mongolie voisine avec le Palais de la Culture. Construit dans les années 1970, il abrite la Galerie nationale d'art moderne. Depuis la chute du communisme en 1990, Oulan-Bator a vu surgir des tours de verre et des centres commerciaux financés par des capitaux privés. Si la place Gengis Khan est restée bordée de bâtiments de l'époque communiste, elle est désormais cernée par de modernes tours de verre et de béton. La tour Blue Sky est emblématique de la prospérité nouvelle de la capitale mongole. Elle abrite des logements et un hôtel haut de gamme. La publicité sur ce tunnel pour piétons est un autre symbole de la chute du communisme. Certaines traditions demeurent, tel ce bâtiment dédié à la lutte, sport national en Mongolie. En fin de journée, nous regagnons notre logement chez l'habitant, où nous sommes hébergés par la sympathique Galina et sa famille. Le temple du Choijin Lama émerge à l'ombre des tours du centre-ville. Sa construction remonte à 1904 et bien que fermé par les Russes en 1938, le temple a échappé à la démolition pour servir de musée, supposé dénoncer les pratiques féodales du passé. Depuis la chute du communisme, les activités religieuses n'y ont jamais repris. Sur la place de la Liberté, il est assez savoureux que l'ancien musée Lénine soit devenu le musée des dinosaures. La Mongolie possède en effet l'une des plus importantes collections de fossiles, œufs et squelettes de dinosaures au monde. Malheureusement, ce musée était fermé lors de notre passage, mais les médaillons à l'effigie des peuples révolutionnaires et des leaders du communisme, Lénine, Sukbatar, Engels et Marx, sont un témoignage de l'histoire de la Mongolie au XXe siècle. Du palais d'hiver du Botkan, je ne peux vous présenter que la maquette et l'impressionnante porte de la paix et du bonheur
construite sans un seul clou. La visite de la résidence d'hiver du souverain mongol au début du XXe siècle est très intéressante, mais les photographies ne sont pas autorisées dans l'enceinte du palais. Dans les années 1970, des jeunes d'Oulan-Bator se retrouvaient dans les cages d'escalier pour chanter les tubes des Beatles qu'ils apprenaient grâce à des disques importés sous le manteau. Ce monument en forme de pomme commémore cette époque. On reconnaît les légendaires Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr et John Lennon. Nous sommes de retour en fin d'après-midi sur la place Gengis Khan. Les enfants nous sont apparus très choyés en Mongolie. Le pays connaît une démographie dynamique, le taux de fécondité est élevé et près de 60% de la population est âgée de moins de 30 ans. Le soleil fait briller la tour Blue Sky et réchauffe l'Opéra national. Les automobilistes sont aux prises avec les embouteillages, dans une capitale où l'augmentation du trafic a conduit les autorités à instaurer une circulation alternée quotidienne. Situé à l'ouest d'Oulan-Bator, le monastère bouddhiste de Gandan a été construit en 1838. À l'époque soviétique, il servait de monastère témoin, à l'intention des visiteurs étrangers, ce qui le préserva de la destruction. Le temple principal abrite une statue de Meijid Jandraseg, le bodhisattva de la compassion, Avalokitesvara en hindi. La statue d'origine avait été détruite par les soviétiques en 1938. Une nouvelle statue, financée par des dons japonais et népalais, fut consacrée en 1996. Le temple de Gantan Chendling renferme de précieux manuscrits bouddhiques du XIVe siècle. En 1904, le 13e Dalai Lama a vécu dans ce bâtiment. Il avait fui Lhasa, envahi par une expédition britannique. Depuis la chute du communisme, Gandan est redevenu le cœur du bouddhisme mongol, et environ 900 moines participent quotidiennement à son activité. La steppe est le paysage le plus caractéristique de la Mongolie. Ce pays, grand comme 3 fois la France, n'est peuplé que de 3 200 000 habitants. Sa densité de population est la plus faible au monde, avec seulement 2 personnes au kilomètre carré. La Mongolie est une terre d'éleveurs, pour lesquels rien ne serait possible sans le cheval mongol. Petit et rustique, il est capable de porter de lourdes charges et d'endurer le climat rude de la steppe. À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Oulan-Bator, le parc national de Koustaïn-Nourou est une réserve naturelle de 500 km². Le parc a été créé en 1992 pour protéger l'écosystème de la steppe forestière, menacée par la surexploitation des terres. Notre passage fait s'enfuir une marmotte tarbagan. Depuis des siècles, cet animal a été consommé dans la cuisine mongole, au point que l'espèce soit aujourd'hui classée en danger. La principale motivation de la création du parc de Koustaïn-Nourou fut de réintroduire dans la nature le fameux cheval de Przewalski.
Dans les années 1960, le braconnage et le surpâturage avaient conduit à la disparition de l'espèce à l'état sauvage. Le programme lancé en 1992 a permis de réintroduire les takis, comme les nomment les Mongols, dans la steppe, à partir des spécimens qui avaient été préservés dans des zoos à l'étranger. En 2008, le parc dénombrait 192 takis dans 24 troupeaux. L'enjeu du programme est désormais de favoriser la diversité génétique en évitant la consanguinité, ainsi que le risque d'hybridation entre les Przewalski et ces chevaux mongols élevés en semi-liberté dans la steppe. L'élément le plus important de la vie nomade est la yourte. Bien que le pays se soit fortement urbanisé, plus d'1 million de Mongols continuent à vivre dans leur habitat traditionnel, que ce soit les nomades à la campagne ou les habitants des villes et des villages. La yourte est une habitation familiale comprenant une pièce unique autour d'un poêle. Les lits servent de siège pendant la journée. Les seules ouvertures sont la porte d'entrée et la partie supérieure qui permet d'évacuer les fumées et d'apporter l'éclairage. Bien isolée par le feutre, la yourte a l'avantage de garder la chaleur l'hiver et elle se transporte facilement pour être démontée et montée en une trentaine de minutes. Dans le décor de nos hôtes, les photos de famille voisinent avec les trophées obtenus lors des courses de chevaux, disposés près de l'hôtel de prière. C'est sous la neige que nous quittons le parc national de Kustén Nuru pour rejoindre Oulan-Bator, où un monument rappelle le rôle prépondérant des chameaux de Bactriane sur les routes de la soie. La gare de Oulan-Bator est le centre névralgique de la circulation ferroviaire en Mongolie, tant sur le plan régional qu'international. Pourtant, à l'échelle des gares des grandes métropoles, elle reste de taille plutôt modeste. Notre billet dûment composté, nous attendons l'entrée en gare du Transmongolien. Notre train relie Pékin à Moscou en passant par Oulan-Bator. Il porte l'emblème de la République populaire de Chine. En pratique, le Transsibérien est un réseau de voies ferrées qui s'étend sur 8 fuseaux horaires et dont le plus long trajet relie Moscou à Vladivostok. En vert est figurée la ligne Baïkal-Amour. Le tronçon en jaune est le transmandchourien et celui en rose, le transmongolien. Nous quittons donc Oulan-Bator en direction de Oulan-Oudé en Russie, puis vers notre prochaine destination, Irkoutsk. La proche banlieue de Oulan-Bator est un mélange d'habitations en bois et de yourtes traditionnelles. Progressivement, l'habitat urbain s'espace et le train traverse une large vallée en direction du nord. Chaque année, le Transmongolien transporte plus de 4 millions de passagers. Mais l'essentiel de son trafic est dédié au fret entre la Chine, la Mongolie et la Russie. Notre trajet entre Oulan-Bator et Irkoutsk va durer 24 heures, en incluant le long arrêt provoqué par le passage de la frontière entre la Mongolie et la Russie. Le wagon-restaurant est le point de rendez-vous pour se retrouver entre amis, bavarder autour d'un café
ou prendre un repas de cuisine locale, chinoise ou russe. Rythmé par le bruit régulier du train sur ses rails, le voyage est le plus souvent contemplatif, et l'on passe l'essentiel de son temps à regarder la steppe qui défile et l'activité tranquille qui anime les villages. C'est vers 2 heures du matin que nous atteignons Soukbatar, dernière gare mongole avant la frontière. Les lumières du compartiment couchette sont rallumées pour satisfaire aux formalités douanières. C'était la première fois que nous passions une frontière en pyjama. Le train avance ensuite jusqu'à Naouchki, où s'effectue l'entrée en Russie. Les douaniers parcourent les wagons pour vérifier les visas de chaque passager. Le passage de la frontière prend plusieurs heures, car en plus des formalités douanières, le train est en partie recomposé. Ainsi, à notre grande surprise, le lendemain matin, le wagon-restaurant mongol a été remplacé par un wagon russe avec son nouvel équipage d'hôtesses. Au petit matin, nous parvenons à Ulan-Ude, capitale de la République de Bouriassi. Cette ville de 440 000 habitants est un important centre d'échange entre la Russie, la Chine et la Mongolie. Jusqu'en 1991, Ulan-Ude était une ville fermée, interdite aux étrangers. Le transmongolien s'arrête suffisamment longtemps pour permettre de découvrir la gare avant de poursuivre notre trajet à destination d'Irkoutsk. À la sortie de Mostovoï, nous longeons un cimetière dont les tombes reposent au pied des sapins. Quelques kilomètres plus loin, le train traverse la rivière Selenga, qui après avoir pris sa source en Mongolie, viendra alimenter le lac Baïkal. Dans ces régions peu peuplées, nous n'avons vu que peu d'industrie. On croise parfois des friches désertées, comme ici, à Petukova. À Yougovo, les bulbes de l'église orthodoxe de la Trinité étincellent sous le soleil.
traversons ensuite Mostovka, une bourgade d'1 millier d'habitants. À partir de Istomino, nous longeons les rives de l'immense lac Baïkal. Le contrôleur et les passagers contemplent les berges du lac où flottent des débris de glace hivernale. Dans chaque wagon du transmongolien, un grand samovar est disponible pour se servir en eau chaude afin de remplir sa tasse de thé ou son pot de nouilles instantanées. Les wagons du transmongolien se ressemblent, avec leurs couloirs de circulation qui desserrent les compartiments. Ceux de deuxième classe comportent 4 couchettes, alors que la première classe n'en contient que 2. Dans notre wagon, elle était même équipée d'une douche. À la différence du transsibérien, le transmongolien ne comporte pas de wagon de troisième classe. Des salinitaires sont installés à l'extrémité de chaque wagon. Un coup d'œil permettra de constater que les standards sont ceux des trains du quotidien et non ceux des trains de luxe. Voyager en train sur d'aussi longs trajets, c'est souvent l'opportunité de faire des rencontres, notamment lorsqu'on est seul. La langue est souvent une barrière, dans un pays où le français est inconnu et l'anglais peu pratiqué, mais ça n'empêche pas les échanges, comme avec ce contrôleur qui prépare d'appétissants raviolis chinois. Ouais. Super. Merci. Dans un autre compartiment, je rencontre Igor. Notre conversation me permettra de découvrir que je l'avais vu en cavalier cosaque dans un spectacle de Bartabas quelques années auparavant. Nous traversons maintenant Slioudanka. Le nom de la ville est le mot russe pour désigner le mica. Il rappelle l'abondance des gisements de minéraux dans cette partie de la Sibérie.
À partir de l'agglomération de Kultuk, le transmongolien quitte le lac Baïkal pour s'élever lentement à travers les montagnes, entre lesquelles il va serpenter, avant d'atteindre notre prochaine étape, Irkoutsk. Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, est une ville de 625 000 habitants. Elle avait été fondée en 1661 pour y établir une garnison de Cosaques. Le bâtiment massif de l'administration régionale ferme la place Kirova. À quelques pas, on parvient à l'église Notre-Dame de l'Assomption, construite par les immigrés polonais venus travailler dans les mines. Édifiée en 1706, l'église du Sauveur est le plus ancien bâtiment religieux de Sibérie orientale. Pendant la période communiste, elle avait été transformée en musée. Mais depuis 1990, elle a retrouvé son activité religieuse. La cathédrale de l'Épiphanie a fait son apparition dans le paysage d'Irkoutsk en 1718. Le va-et-vient est incessant dans cette église orthodoxe car les offices sont célébrés en continu. Selon la tradition, les femmes doivent se couvrir d'un foulard en entrant. L'intérieur est couvert de fresques byzantines et d'icônes, mais il n'est pas permis d'y filmer. Au XIXe siècle, des fortunes se bâtirent rapidement en Sibérie et Irkoutsk se développa grâce aux mines d'or et à l'exportation de la zibeline et de l'ivoire de mammouth vers la Chine, le Tibet et la Mongolie, pays dont elle recevait en échange la soie et le thé. De cette époque prospère, qui lui valait le surnom de Petit Paris de la Sibérie, Irkoutsk a conservé de belles maisons de bois, aux fenêtres colorées, marquées par la patine du temps. Ces maisons sont un témoignage précieux du passé d'Irkoutsk, car la ville fut aux trois quarts détruite par un incendie en 1879. Sur cette place, une statue commémore le tournage en 1967 de La prisonnière du Caucase de Leonid Gaïdaï, metteur en scène extrêmement populaire à l'époque soviétique.
L'église de la Transfiguration du Seigneur a été fondée en 1795 grâce au financement des riches marchands d'Irkoutsk. À l'époque soviétique, elle abritait des archives et un dépôt de livres. Les services religieux y ont repris en l'an 2000. La maison-musée du prince Volkonsky est dédiée aux décembristes, ces aristocrates russes qui en 1825 s'opposèrent au tsar Nicolas Ier. La répression fut sévère et la plupart d'entre eux furent exilés de Saint-Pétersbourg jusqu'en Sibérie. Mais par leur exil, ils participèrent au développement culturel de la région. Le centre historique d'Irkoutsk est désormais protégé par une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette synagogue nous rappelle que le judaïsme est une des 4 religions d'État en Russie, avec le christianisme orthodoxe, l'islam et le bouddhisme. Mais les juifs ne sont qu'une minorité d'environ 0,2% de la population russe. Le babre est un animal mythique qui tient dans sa gueule une zibeline. Il orne les armoiries de la ville d'Irkoutsk. L'église de l'élévation de la Croix a été construite en 1758. Son intérieur baroque abrite une belle collection d'icônes. Les quais longeant la rivière Angara sont un des lieux de promenade favoris des familles, où certaines viennent danser au son de la fanfare. Nous quittons maintenant Irkoutsk pour rejoindre en 1 heure de route les rives du lac Baïkal. La petite ville de Lysyanka est la principale station touristique du lac. Cette riviera sibérienne compte quelques luxueuses villas, mais nombreux sont les habitants d'Irkoutsk à venir se détendre au bord du lac pour simplement profiter du soleil et se balader sur la promenade en admirant le panorama. Le Baïkal se dessine en croissant au cœur de l'Asie centrale. Long de 636 km et large de 80 pour une superficie de 31 500 km², c'est le 8e plus grand lac au monde et surtout le plus profond, avec une colonne d'eau de 1642 mètres près de sa rive orientale. Pour mieux évaluer sa taille, on peut le comparer au lac Léman. Le Baïkal est 5 fois plus profond, 54 fois plus étendu et 258 fois plus volumineux que le Léman. La température de l'eau ne dépasse jamais les 15 degrés et, en hiver, la couche de glace atteint 1 mètre d'épaisseur. Le lac est peuplé à 80% d'espèces endémiques, dont le nerpa, seul phoque d'eau douce au monde, dont quelques spécimens sont visibles dans le petit musée du Baïkal à Lysyanka. Вот там, где мы на причале садились, там уходит...
En France, le lac Baïkal a été popularisé par le livre Dans les forêts de Sibérie, dans lequel l'écrivain voyageur Sylvain Tesson raconte son ermitage de 6 mois dans une cabane isolée de la côte nord-ouest du lac. Un téléphérique permet d'accéder en quelques minutes au sommet du mont Tchersky, d'où s'ouvre un large panorama sur le lac et les montagnes qui l'entourent. Au petit marché de Lysvianka, les marchandes de poissons proposent de déguster l'eau moule, une variété de saumon endémique. Les pêcheurs du Baïkal ont plusieurs manières de conserver et de préparer les eaux moules, avec de la saumure ou bien en les faisant sécher au vent et au froid. La plus appréciée est l'eau moule fumée, avalée entre 2 gorgées de vodka. Le transsibérien numéro 2, en provenance de Moscou et à destination de Vladivostok, entre en gare d'Irkoutsk. Nous embarquons pour un voyage de 3 jours et 3 nuits à bord de ce train premium nommé Rossiya. Pendant la première nuit, nous longerons la rive sud du Baïkal jusqu'à Oulan-Oudé, avant de poursuivre notre trajet en direction de Karimskoye. En gare de Petrovski-Zavod, une fresque rend hommage aux décembristes, ces aristocrates progressistes exilés en Sibérie pour s'être opposés au tsar Nicolas Ier. Un bref arrêt matinal à Kilok permet de se dégourdir les jambes sur le quai de la gare. Traverser la Russie par le transsibérien est un voyage contemplatif. On observe le paysage qui défile et le temps passe sans qu'on ne se soucie de rien. Avec une vitesse moyenne de 60 km/h, le transsibérien n'est pas fait pour les voyageurs pressés, qui lui préfèrent l'avion. À Tchita, le transsibérien stationne en gare pendant 25 minutes, ce qui permet d'aller jeter un œil sur la cathédrale dédiée à Notre-Dame de Kazan. C'est un édifice récent qui témoigne du renouveau de la religion orthodoxe en Russie. À Karimskoye, notre transsibérien marque un nouvel arrêt de 25 minutes, ce qui permet une petite promenade jusqu'au square le plus proche. Au-delà de Karimskoye, nous pénétrons plus avant dans l'extrême-orient russe.
C'est le plus vaste territoire du pays. C'est aussi le moins peuplé, avec 1,2 habitants par kilomètre carré. La population est en fait concentrée le long du Transsibérien, sur les berges de l'Amour et le long des côtes. Au matin de notre deuxième nuit, nous faisons halte à Mazar. La gare semble servir d'entrepôt de matériel ferroviaire. À mesure que le train progresse, on se repère de temps en temps sur la carte, en suivant le nom des gares qui se succèdent, ou les bornes kilométriques qui jalonnent le trajet. Les plus technophiles visualisent l'itinéraire sur le GPS de leur téléphone. Les wagons de seconde classe ressemblent à ceux du transmongolien. Dans le transsibérien, il existe une troisième classe. Elle est composée de compartiments ouverts. Ces wagons dortoirs peuvent accueillir une cinquantaine de passagers. La gare de Yerofeï-Pavlovitch se distingue par ses étranges terrasses en forme de proue de bateau. Le nom de la gare fait référence au prénom de l'explorateur Khabarov qui remonta au XVIIe siècle le cours des fleuves Lena et Amour. Magdagachi est l'une de ces petites gares nées avec le chemin de fer, autour desquelles des colonies se sont développées jusqu'à atteindre le statut de ville. Dans la région forestière de Chimanovsk, une forte odeur de fumée pénètre les wagons. Elle provient en fait d'un feu de forêt qui embrase les arbres et le sous-bois. Ces incendies sont généralement provoqués par l'activité humaine et leurs conséquences amplifiées par le réchauffement climatique. Chaque année, ce sont des centaines de milliers d'hectares de forêt qui brûlent en Sibérie, entraînant la libération d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Une zone d'industrie lourde annonce notre arrivée à Khabarovsk, la plus grande ville de l'extrême-orient russe, avec ses 620 000 habitants. Dans les grandes villes, le train s'arrête plus longuement. C'est alors l'occasion de découvrir les alentours de la gare. Le nom de la ville est un hommage à l'explorateur des fleuves de Sibérie, Yerofeï Pavlovitch Khabarov. Mais pas question de s'attarder, car la crainte de manquer le départ du train incite à la prudence, et on anticipe le retour vers le Rossiya. À partir de Khabarovsk, le transsibérien plonge vers le sud en longeant la frontière chinoise. Nous continuons notre découverte du transsibérien en traversant le wagon des premières classes. Les compartiments sont confortables, mais à la différence des trains de luxe tels le mythique Orient Express, les lignes du transsibérien ne sont pas dédiées à un tourisme fortuné, mais bien au trafic régulier des voyageurs locaux.
Un passage par les sanitaires permettra de détromper ceux qui imaginaient y trouver boiseries et robinets de cuivre. Le provodnik, ou la provodnitsa s'il s'agit d'une femme, est le responsable du wagon. C'est l'ange gardien des voyageurs qui veille à ce que tout se passe bien. C'est aussi lui qui vous renseigne sur la durée de l'arrêt en gare, qui à Viazemskaya est de 15 minutes. Des vendeurs locaux en profitent pour proposer, au bord du quai, caviar de saumon et poissons séchés. Le wagon-restaurant de notre Rossiya est géré par une petite équipe d'employés souriantes et patientes avec les voyageurs étrangers, en dépit de la barrière de la langue. Les noms de gares permettent de se familiariser aux rudiments du cyrillique. Nous traversons ici la petite ville de Bikin. À Rouzino, nous entrons dans le kraï du Primorié, la province maritime située la plus au sud de l'extrême-orient russe. La figure de Lénine fait l'objet d'une certaine réhabilitation dans la Russie de Poutine, dans laquelle il est surtout présenté comme un homme d'État, initiateur de l'URSS en tant que superpuissance moderne. L'idéologie communiste tend en revanche à être occultée. Le provodnik propose à la vente de petits coupes fins, et dans chaque wagon, le samovar permet de s'approvisionner en eau bouillante et filtrée. Au fil du voyage, on se familiarise avec le personnel du train. C'était Olga qui proposait sandwich et esquimaux, toujours avec un joyeux sourire. Au coucher du soleil, nous découvrons les rives de l'océan Pacifique. C'est signe que nous arrivons à Vladivostok, littéralement le seigneur de l'Est. Depuis son départ de Moscou, le Transsibérien a parcouru 9288 km. C'est le plus long trajet en train au monde. En 3 jours et 3 nuits depuis Irkoutsk, nous en avons parcouru près de la moitié. Qu'on la réalise en famille, entre amis, en couple ou même en solitaire, c'est une expérience de voyage réellement exceptionnelle. Notre visite de Vladivostok débute comme il se doit par la gare, dont la fondation remonte à la construction du Transsibérien. Le plafond de cette salle d'attente est orné d'une fresque qui représente d'une part Moscou, avec la gare de Yaroslav, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux et le Kremlin. D'autre part Vladivostok, avec la gare et un grand voilier sur l'océan Pacifique. Pendant la période soviétique, tout ce qui symbolisait dans cette gare la Russie impériale avait été détruit. C'est seulement à la fin du XXe siècle que des architectes russes et italiens la restaurèrent pour lui restituer son aspect de 1912.
Depuis 2012, une statue se dresse devant la maison natale de l'acteur Yul Brynner, qui avait émigré en Amérique avec sa famille à la suite de la Révolution de 1917. Sur la place Bortsov Revolutsy, le monument des combattants pour le pouvoir des soviets est une survivance de la Russie soviétique. C'est à la fin du XIXe siècle que deux commerçants allemands fondèrent ici le premier magasin principal universel, le GUM, où étaient vendues les marchandises les plus utiles aux garnisons militaires. Pour la construction du bâtiment actuel, au début du XXe siècle, les matériaux utilisés avaient été importés de Hambourg. Plus tard, à l'époque soviétique, le GUM fut nationalisé. Ironie de l'histoire, le bâtiment abrite désormais l'une des enseignes de la mondialisation dominante. Dans le port de Vladivostok, navires civils et militaires côtoient le 3-mâts Nadejda, navire-école russe construit en 1992 à Gdansk, en Pologne. Principale base navale de la flotte du Pacifique, Vladivostok était resté fermé aux étrangers entre 1958 et 1992. Autre signe des temps, sur le quai, une statue de Alexandre Solzhenitsyn commémore le retour d'exil de cet écrivain qui eut le courage de dénoncer le goulag et les crimes de l'Union soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin S-56 participa à de nombreux combats navals, au cours desquels il occasionna la perte de 14 navires ennemis. Depuis 1975, le sous-marin a été transformé en musée. Si la première partie de la visite est d'un intérêt limité, avec des insignes et des photos d'hommes médaillés, les salles suivantes sont bien plus intéressantes, avec notamment les vannes de pressurisation et les instruments d'observation et de navigation. Le carré des officiers est toujours décoré d'un portrait de Staline. Puis viennent les bannettes de couchage. La dernière partie est dédiée aux lance-torpilles. Non loin du sous-marin, un large mémorial rend hommage aux morts de la Seconde Guerre mondiale, au pied de la chapelle Saint-André. L'arc du Tsarevitch commémorait la visite du futur Nicolas II. Dynamité par les soviétiques, il a été reconstruit en 2003. On le surnomme la porte orientale de la Russie. Cette statue rappelle l'américaine Eleanor Lord Prey, rendue célèbre par la publication des milliers de lettres qu'elle écrivit à ses proches, qui témoignent de la vie à Vladivostok au début du XXe siècle. La rue de l'amiral Fokkine est surnommée l'Arbat, en référence à l'une des plus célèbres places de Moscou.
Le pub Cat on Clover est décoré aux couleurs de l'album Division de Pink Floyd. Cet autostoppeur symboliserait l'esprit de liberté apporté par les marins dans le port de Vladivostok. Pour découvrir le panorama sur la Corne d'Or, nous empruntons un funiculaire qui va gravir une colline d'une centaine de mètres. Parti de Mongolie, c'est ainsi que s'achève sur les rives du Pacifique notre voyage aux confins de l'Extrême-Orient.